Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Sens Créatif, c'est un appel à l'aventure qui vient questionner nos certitudes, serpenter entre nos doutes et danser avec nos peurs sur le chemin de la créativité. Parce qu'au milieu du chaos, il y a toujours une opportunité à saisir, une nouvelle stratégie à transcender pour atteindre le sommet de la montagne, aller plus loin encore, se réinventer et recommencer. Pour nous aider à développer Sens Créatif, soutenez-nous sur Patreon. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club sur notre plateforme Discord, à des mentorings collectifs et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Et Guillaume, bienvenue sur Sens Créatif. Merci de me recevoir. C'est un grand plaisir de te recevoir. C'est très gentil. Jérémy aujourd'hui. Merci. Exactement. On se le disait en off, en fait, moi j'ai lu La Voix du créatif il y a longtemps. Et voilà, je pense que c'est sorti il y a combien de temps? Il y a 10 ans 2016, je crois. Ouais, je crois que c'est 2016, ouais. Voilà, donc un peu, allez, 8 ans plus tard, t'es chez moi, dans mon salon, et on va pouvoir papoter créativité, tous ces sujets qui nous intéressent. Guillaume, pour commencer, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et puis nous dire aussi ce qui te motive à sortir du lit le matin? Je vais commencer quand même par la première partie de la question. Moi, comme je vous le disais à tous les deux, j'ai été directeur artistique pendant 15 ans dans un groupe de presse, qui était un groupe de presse spécialisé, qui s'appelle le groupe Moniteur, spécialisé dans l'architecture, la construction et les collectivités locales. J'ai commencé comme maquettiste et j'ai fini directeur artistique du groupe. Donc, je m'occupais de stratégie de contenu. J'étais conseiller éditorial, donc à la fois sur le print et puis aussi sur le digital. Et puis, je m'occupais aussi de leur communication, qu'elle soit corporate, institutionnelle, comme on dit, ou produit. Depuis 10 ans maintenant, je suis indépendant et donc je m'intéresse à deux sujets. Le premier d'entre eux, je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le storytelling, la communication narrative. On en parlera. Et puis mon deuxième sujet qui nous amène ici, c'est tout ce qui tourne autour du management de la création et de la créativité. Donc j'ai déjà écrit 4 bouquins sur ces sujets-là. T'as parlé du premier, qui s'appelle La Voix du créatif. Mon deuxième livre s'appelle L'art du storytelling. Je suis en train de travailler sur la deuxième édition. C'est un manuel de communication sur la technique. Mon troisième livre s'appelle Festin. J'ai rencontré 10 grands chefs cuisiniers dans toute la France. Et j'ai essayé de montrer à travers leurs portraits et des recettes qui sont pas des recettes de cuisine, en fait, du tout, comment leur façon de travailler pouvait tous nous inspirer, sur le chemin de la création. Alors, évidemment, qu'on soit créa, qu'on soit illustrateur, qu'on soit graphiste, ou qu'on soit designer, mais aussi, pourquoi pas, qu'on travaille dans une entreprise et qu'on n'ait pas forcément fait la connexion avec tout ça. Puis mon dernier livre est un peu la suite de La Voix du créatif. Ça s'appelle L'étincelle du créatif. Et en fait, j'ai écrit 365 conseils, préceptes, des exercices qu'on peut faire soit tous les matins, soit tous les soirs, quand vous êtes bloqué, enfin peu importe. C'est un peu toutes ces phrases, tous ces concepts, toutes ces idées que je distille pendant mes formations, que j'essaye d'appliquer aussi dans ma propre matière et qui est pas forcément si simple à appréhender. Et puis voilà, donc mes clients, c'est à la fois des grands groupes, ça peut être aussi des agences de design, de packaging ou de communication. Et puis ça peut être aussi des designers indépendants qui ont besoin d'un petit coup de boost à un moment ou un autre, soit de travailler sur la technique du storytelling, soit d'avoir un petit accompagnement sur la créativité et la création. Il y a un truc que tu dis jamais sur toi en interview, genre pour te présenter un truc qui est très Guillaume Lamarre, mais qu'on ne sait pas. Que je suis autiste et à moitié Asperger. C'est vrai? Non, j'en sais rien. Je vais pas tomber dans ce truc-là. Je vais pas payer les 350 balles pour le savoir. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire tiens, un truc que je dis pas souvent, mais je suis fan de Wargame, grâce à mon fils qui a 13 ans aujourd'hui, qui a eu 13 ans la semaine dernière, justement. Je me suis remis à peindre des petites figurines en plastique fabriquées par une entreprise anglaise qui s'appelle Game Goose Workshop et qui bien sûr, Warhammer. Et ouais, du Warhammer, et voilà, et je passe beaucoup de temps à faire ce genre de petites choses qui m'aèrent l'esprit. Donc ça, c'est un truc que oui, c'est très méditatif de peindre des petites figurines. Ouais, alors moi je commence à être vieux, donc j'ai mal au cou et puis je vois plus rien en plus, donc je suis obligé de mettre des loupes. Ouais, je suis obligé de faire comme les vieux modélistes dans leur cave. Je suis obligé de mettre des loupes pour pouvoir les voir, mais c'est hyper intéressant parce que mine de rien, ça m'a replongé dans la théorie de la couleur, dans la théorie de la lumière, dans la composition, dans l'étude des volumes, dans des choses qui paraissent complètement anecdotiques. J'ai fait la connaissance de gars et de filles qui peignent, mais comme ils font
Caravage sur du 32 mm, c'est assez hallucinant. Et en fait, c'est un univers qui est un peu décrié, enfin parce qu'il est associé au geek, mais en fait, c'est des gars et des filles qui tiennent debout en fait et qui ont vraiment une démarche. Et en plus, ce qui est génial avec ce hobby-là, c'est que ça regroupe à peu près tout ce que nous on aime. C'est-à-dire que c'est à la fois du récit, il y a énormément de récits, parce qu'il y a ce qu'on appelle un lore, L-O-R-E, c'est-à-dire une histoire pour chacun des univers de Warhammer. Et puis il y a une vraie logique mathématique aussi dans la façon dont on aborde le jeu. Donc il y a une notion de stratégie, il y a des choses comme ça. Et puis il y a une dimension artistique aussi, parce que à la fois au niveau du travail d'illustration qui a été créé en fait dans les années 70-80 par des grands artistes, un type qui s'appelle John Blanche par exemple, qui est un type à moitié gothique, qui a créé des trucs qui sont complètement fous en termes d'esthétique, pas parfaite du tout. Donc avec un trait très comics, mais en même temps qui a posé les bases de l'univers du grimdark et des choses comme ça. Je pense à Fortifem par exemple, que vous avez reçu il y a quelques années de ça rentre dans cette logique-là. Et puis aujourd'hui maintenant ça a été complètement remis à jour. Donc il y a toujours des grands illustrateurs qui travaillent dessus. Ça a pu la touche que ça avait, le charme que ça avait au début, mais ça reste d'une qualité absolument exceptionnelle. C'est un jeu très très haut de gamme. Donc voilà. Moi je suis ancien joueur de Blood Bowl. Qui est un spin-off de Warhammer. Exactement. Pareil, hein. Ouais, j'ai ma boîte de Blood Bowl, j'ai 3 équipes à peindre, je les ai toujours pas peintes parce que j'ai ce qu'on appelle une pile de la honte, c'est-à-dire que j'ai acheté des dizaines de boîtes que je n'ai pas encore peintes. Donc voilà, j'ai face à moi un tsunami de figurines en plastique à peindre, mais je le fais petit à petit. Avec ton fils? Avec mon fils, on le fait tout le temps. Mais lui, il fait d'autres armées que les miennes, donc voilà. Vous pouvez vous mettre sur la gueule en jouant. Ouais, non, mais c'est un vrai. Avec mon garçon, c'est un vrai moment de partage en fait, que je n'ai jamais eu moi auparavant, et je suis très heureux de partager ça avec lui. Ça provoque quoi chez toi, ces temps de jeu avec lui? Est-ce que ça je vais pas rentrer dans des trucs. Non, mais je te dis ça parce que en fait, ça me. Moi, j'ai un petit garçon de 5 ans et j'ai trop envie de faire je te l'ai dit, on va déménager cet été, et en fait j'aimerais bien faire un podcast avec lui pour un petit peu documenter un peu ce déménagement, parce que papa qui fait des podcasts, moi j'ai 3 podcasts, il est à fond et il veut passer sur Sens Créatif. Et j'ai déjà fait des petits podcasts avec lui juste pour la famille, tu vois. Mais j'aimerais bien vraiment faire un vrai podcast. C'est pour ça que quand tu me parles de ça, ça me touche. Du coup bon voilà, c'est un truc de papa quoi. Tu vois. En tous les cas, c'est moi ça me touche aussi. Enfin, ça me touche aussi. Parce que moi, d'un point de vue très personnel, c'est une forme de Madeleine de Proust. Hein, ça me fait retomber dans des sensations. Hein, c'est même pas intellectuel, c'est-à-dire dans des choses qui sont de l'ordre de l'affect, hein, des choses qui traversent le corps comme ça. Ouais, des sensations comme ça quand on peint. En plus à l'époque, moi, j'avais pas du tout les peintures qu'on a aujourd'hui. Elles sont hyper élaborées, elles sont géniales. Enfin, vraiment, on peut faire des choses hyper fines en très peu de temps. Alors que moi, à l'époque, j'avais des peintures pour la maquette, donc c'était des trucs beaucoup plus pâteux, hyper pâteux, hyper toxiques. Donc je devais être intoxiqué au possible. Enfin bon, bref, il y a ce côté-là, et puis je suis content qu'on ait trouvé un terrain de communication, et c'est vrai qu'il a une appétence et qu'il a une facilité à parler que de ce qui l'intéresse réellement. Donc je suis content d'avoir un truc qui l'intéresse et qui m'intéresse aussi. Donc voilà, parce qu'à son âge, on a des obsessions. Ah, complètement. Enfin, c'est-à-dire qu'il est à fond évidemment sur du jeu vidéo et sur du YouTube et des trucs comme ça, et c'est vrai que sorti de ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il a du mal à s'intéresser à autre chose, quoi. Donc alors moi j'habite en Bretagne, donc j'ai la chance de pouvoir l'amener sur la côte, en bord de Rance ou des choses comme ça, et du coup on arrive à voir d'autres choses, on arrive à avoir des oiseaux, des aigrettes ou des choses comme ça, mais en soi ces mondes-là, alors je sais pas dans quelle mesure c'est positif ou négatif, hein, mais ces mondes-là sont exclusifs. Enfin, je parle des mondes qui l'entourent, que ça soit Minecraft, que ça soit encore une fois tous ces jeux, tous ces trucs qui sont aussi extrêmement, enfin c'est total aussi hein, comme truc, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans un univers, et à partir de là il y a une expertise à obtenir, il y a aussi une cosmogonie, il y a aussi des gens qui animent tout ça, donc c'est un monde à part entière, et c'est vrai que il est hyper excluant.
Mais l'obsession, le fait d'être obsessionnel, Ouais. le fait d'avoir des convictions, c'est quelque chose qui est très important en créativité. Tout à fait. Et tu en parles d'ailleurs dans tes ouvrages. Ouais. Tu vois ça comment justement cette transformation des obsessions qu'on pouvait avoir quand on ressentait les choses en étant enfant ou adolescent, et qu'est-ce qu'on en fait une fois adulte et qu'on fait des métiers créatifs. C'est la base. En fait, mais moi, c'est peut-être là pour ça que moi j'écris des livres sur ces sujets-là, en fait. C'est que je suis fasciné par les obsédés, en fait. Enfin, c'est-à-dire que moi, Obsédé par les obsédés. ouais, trop cette obsédé phrase. par les. Le truc, c'est que moi, ce que j'adore, c'est vraiment. Et d'ailleurs, quand j'avais l'âge de mon fils, c'est ce que je cherchais. C'est-à-dire, je cherchais une obsession. Je cherchais un domaine dans lequel j'allais pouvoir me consacrer à 200% et ne faire que ça. Et si ce domaine-là, en plus, est un peu vilipendé, si en plus il est un peu sous-estimé, si c'est dessiner des super-héros dans les marges de ses cahiers, ou aller taguer sur des murs, ou rapper, ou danser sur un trottoir, ou c'est fascinant, en fait. C'est fascinant de réussir à en faire une expertise, et oui, c'est un métier d'acharné. Enfin, de toute façon, j'écris des bouquins, vous êtes dans l'illustration, dans la création. C'est de l'ordre de l'acharnement. Enfin, en soi, il y a un côté où il faut pas lâcher la rampe. J'écoutais une interview toujours à propos de Warhammer et d'un dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Timothée Montaigne, qui est un dessinateur plutôt dans la fantasy, même il fait des récits historiques, des choses comme ça. Il dessine à la traditionnelle. Enfin, c'est-à-dire qu'il est jamais passé à la tablette. Et il explique ce truc-là. Il a fait une interview sur une chaîne spécialisée dans Warhammer. Il explique qu'il faut rien lâcher, quoi. En fait, dans un premier temps, il faut y mettre une énergie que personne d'autre ne mettra que vous là-dessus, quoi. Et ça, moi, j'adore. C'est-à-dire que c'est une de tes phrases pendant ton livre, soyez obsédé, non? Ouais, il y a ça. Il y a vraiment ça. Enfin, en soi. C'était quoi tes obsessions à toi, plus jeune? Ah, mes obsessions. Ah bah, j'en ai eu plusieurs, puisque en fait, j'ai cherché mon domaine pendant longtemps, et en fait, je l'avais trouvé depuis très longtemps, mais je le savais pas. Et avant là, devant toi. d'être obsédé, on se cherche. Oui, c'est ça. Ouais, On se cherche et jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était juste là devant toi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est des mendiants assis sur un trésor, hein. Mais Ah, c'est joliment dit ça. mais c'est très c'est très bon. Enfin bon, bref, c'est très spirituel. Ah oui. Mes obsessions, Qu'est-ce qui elles t'a sont- amené à devenir Alors le Guillaume déjà, j'ai d'aujourd'hui? parlé de la première. Hein, moi, le dessin a été très longtemps une obsession. Hein, la bande dessinée, le comics, c'était vraiment une obsession. Donc j'ai vraiment dessiné pendant très longtemps. Ensuite, il y a eu, comme je le disais, les jeux de rôle et la figurine. Mais c'était pas. En fait, le truc, c'est que moi, dès que je trouvais un domaine, il fallait que j'en devienne professionnel. Enfin, il fallait que il fallait que je devienne professionnel. Alors c'est difficile de devenir un professionnel du jeu de rôle. Hein. Enfin, c'est à part en créer. Et c'est marrant, ça m'avait pas. Ah si, j'ai essayé d'en créer des jeux de rôle. Enfin bon, bref. Donc le jeu de rôle. Alors moi, je suis rentré dans tout ça grâce au graphe. Hein. C'est-à-dire que. Moi, C'est vrai, t'as fait du graffiti? Bah, j'ai grandi dans les années 80-90. T'as été un vandale. Ouais. Dit un vando. J'ai grandi dans les années 90 à Paris, en fait début des années 90, donc quand cette vague-là est vraiment arrivée, et en plus comme je te le disais, j'habitais à Ménilmontant, moi j'habitais donc du côté de Belleville, et c'est un truc qu'on a pris de plein fouet en fait, c'est-à-dire que c'était un élan de création qui était assez incroyable, donc on pouvait choisir son domaine, que ce soit la musique, que ce soit le graffiti, que ce soit la danse, et du coup là-dedans, moi ça j'y ai passé pas mal de temps, alors j'étais en marge, hein. Moi j'ai toujours été plutôt quelqu'un qui observait ce genre de choses que vraiment un acteur à 100%, et je prétendrai jamais que j'ai fait partie des bandes qui non j'ai jamais fait ça. Enfin je l'ai fait, mais c'était à un tout petit niveau. En revanche, je suis tombé dans cette culture-là et ça m'a ouvert pas mal de chemins en fait, d'expression, de compréhension. Tu lisais Clark Magazine, j'imagine. Oui, entre autres, mais non, c'est bien après ça. Hein, mon cher ami. C'est vrai. Bah moi, à mon époque. Non, mais c'est vrai. Ouais, moi j'ai À 35 mon ans. époque, toi t'es un jeune. Ouais, c'est bon. Moi, à mon époque, il y avait rien. Il y avait rien déjà. Il y avait pas Internet. Là où on se retrouvait, c'était sur les terrains vagues. On écoutait Radio Nova le dimanche soir à 22h dans son lit avec. Oui, c'était les radios libres. Ouais, donc on écoutait les NTM et Assassin qui passaient à la radio. On marchait dans la rue, on relevait les noms. C'était de l'archéologie, c'est-à-dire qu'on regardait qui était passé la veille, et qui était qui. On construisait des histoires, on entendait parler d'histoires.
il y avait très peu de littérature là-dessus, il y en avait quasiment pas. Et puis, oui, finalement, ça reste une transmission vocale à l'époque, de ce qui se passait, quoi. À l'époque, c'était vraiment ça. Il y avait des fanzines, hein. Il y avait un fanzine qui s'appelait Get Buzzy, mais qui arrivait un tout petit peu plus tard aussi. Et puis après, ça a commencé. Ça y est. Après, il y a eu Rapatitude, qui a été une compilation qui a été diffusée à l'époque. Ils ont commencé à être médiatisés. Le rap français a commencé à monter. NTM, IAM, Benny B pour la partie commerciale et des choses comme ça. Et voilà, et c'est devenu ce que c'est devenu après. Mais à mon époque, c'était un truc assez cryptique. Enfin, c'était un truc, c'était assez génial, très légendaire, enfin très mythique justement. Et puis, ensuite, après le hip-hop, je me suis mis à la musique et je me suis mis au blues et donc à la guitare. Et là aussi, je me disais tiens, je vais devenir guitariste professionnel. Donc j'étais à la fac à l'époque. Ah oui, dans chaque chose fallait le professionnaliser d'une manière ou d'une autre. Mais c'était mon problème. C'est intéressant. Ouais. C'était mon problème. Pourquoi un problème? Parce que en soi, j'en oubliais le plaisir de le faire aussi. C'est-à-dire que je passais très vite de l'intérêt, de la passion pour... c'est-à-dire dans ces métiers-là, ce qu'il faut aller chercher, c'est l'effet que ça nous fait à nous. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on passe notre temps à chercher quand tu crées une illustration ou quand moi j'écris quelques lignes pour un roman ou des choses comme ça, c'est une addiction, hein. C'est une forme de sensation. Encore une fois, c'est une question d'affect, hein. C'est encore quelque chose qui est très corporel. Et c'est ça qu'on essaie de retrouver à chaque fois qu'on se remet à notre table et qu'on se remet à dessiner et qu'on relit ou qu'on revoit ce qu'on a fait la veille ou des choses comme ça. Et le problème, c'est qu'à vouloir professionnaliser ça, on se retrouve à passer cette étape-là très vite et à se dire putain, j'aurai jamais le temps. Enfin, en plus, moi, je me suis mis à la guitare, j'avais 17 ans. Je lisais des bios de tous les. Encore une fois, je lisais l'histoire de musiciens qui avaient commencé à 13 ans. Je me disais, j'ai déjà 5 ans de retard, j'ai déjà 4 ans de retard, je vais jamais y arriver en fait. Donc, il y avait tout le temps une espèce de frustration où j'étais obligé de rattraper le temps que j'avais jamais perdu en fait, parce que je pourrais très bien devenir guitariste professionnel à 60 ans. Et il n'y a pas de sujet en fait, il y a pas de problème en soi. Donc voilà, c'est cette parce que en fait pendant que je cherchais, je ne faisais pas non plus. Enfin, c'est-à-dire que et après tout mon travail aujourd'hui, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'écris, tout ce que je transmets, tout ce que j'enseigne, c'est le résultat de ça en fait. C'est le résultat de cette quête que j'ai menée depuis que j'ai 10 ans. Où je voulais devenir un artiste sans savoir ce que c'était qu'un artiste et en me disant mais qu'est-ce que ça fait un artiste, comment je vais faire pour devenir un artiste, et voilà, et c'est ça que j'ai utilisé et c'est ça que j'utilise encore aujourd'hui, et elle vient de là, mon expertise. Du coup ça m'a permis de m'intéresser à d'autres métiers que le mien, c'est-à-dire que forcément je regardais comment par exemple les footballeurs professionnels s'entraînaient, est-ce qu'il y a des choses que je pouvais prendre là-dedans et qui pouvaient m'inspirer, est-ce que j'allais chercher des techniques, et puis si j'ai écrit ces bouquins-là, comme on se l'est dit là, un peu en off et puis au début, c'est-à-dire que moi j'ai écrit des notices en fait pour moi-même en fait. Ouais. C'est-à-dire que La Voix du créatif, c'est le bouquin que je voulais avoir, que j'aurais bien voulu avoir. Alors je sais pas si j'ai réussi à le faire, mais en tous les cas, voilà, c'était l'idée que j'avais quand j'ai commencé à le faire. L'art du storytelling, c'est pareil, c'est-à-dire que je suis tombé là-dedans il y a plus de 10 ans, à l'époque où personne n'en parlait, où la seule chose qu'on disait sur le storytelling, c'était, et qu'on dit encore, hein, que c'était un outil de manipulation des esprits et que ça permettait à des politiciens de nous faire croire n'importe quoi. C'est vrai. Mais c'est déjà, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que le storytelling, tout le monde en parle, personne n'en fait. En réalité, c'est très compliqué de le faire. Je sais, je le fais. Enfin, c'est-à-dire que moi, je passe ma vie à enseigner de cette manière-là, en racontant une histoire, en racontant des histoires. Je passe ma vie à regarder des choses comme ça. C'est hyper dur à faire. C'est hyper exigeant, et une organisation, une marque, même un professionnel de la création qui veut se dire tiens, je vais faire du storytelling, je vais essayer de le faire, c'est hyper balèze à faire. Est-ce que tu dirais que le temps et l'urgence sont des ennemis du storytelling justement? Alors comment ça, je sais pas trop. On parlait ensemble en off des fondations en fait d'une histoire, du récit, justement du temps qui passe, qui fait que t'as des ingrédients que tu peux utiliser. Ouais. Quand il s'agit en marketing, finalement, de faire très très vite un storytelling pour être efficace et vendre un produit, on prend des raccourcis. Est-ce que ces raccourcis-là sont justement pas un petit peu problématiques? Et toi, comment tu... Oui et non, voilà. Charles. Enfin, c'est oui et non. C'est une matière assez complexe, mais en réalité, il faut bien se rendre compte qu'il y a forcément des mouvements. Enfin, il y a des temps en fait. Imaginons que tu veuilles lancer vraiment ton studio, un studio d'illustrateurs indépendants avec qui tient un rôle en même temps d'agent. Enfin voilà, qui va servir de pépinière. Donc tu veux vraiment lancer ta structure.
Et tu te dis, tiens, ce serait pas mal quand même que j'utilise le storytelling pour faire ça. Donc, il y a un premier temps qui est une espèce de temps long, en fait. C'est ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, il faut que tu te poses la question du qu'est-ce que tu vas faire exactement et comment tu vas le faire exactement. C'est ce qui va te permettre de te différencier par rapport à toutes les agences d'illustrateurs, à tous les studios qui existent déjà. Puis ensuite, en bossant comme ça, en commençant à travailler, en commençant à créer, pour le coup, en rassemblant des potes, en commençant à construire ton truc, il y a des choses qui vont se mettre en place d'une façon très très naturelle. Et ce temps long, c'est une espèce de méta-récit qui se met en place très naturellement et qui se met aussi en place, enfin très naturellement. Si tu fais un temps soit peu attention, hein, enfin en conscience. Voilà, en conscience. C'est-à-dire que ça, c'est des éléments que tu peux aller chercher. Et ça, en effet, ça se construit. Ça, en effet, c'est la base, la pierre angulaire de ta façon de te positionner, hein, de donner du sens à ce que tu fais. Tu parlais de posture. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça engage tout un tas de choses que tu vas pouvoir utiliser comme étant des arguments de différenciation, de vente. C'est un gros mot dans la création, mais en tous les cas, voilà comment tu vas argumenter tes propres choix et comment tu vas dire que j'ai fait ça comme ça parce que moi je travaille de cette manière-là depuis qu'on a créé le studio et c'est comme ça qu'on fait. Donc ça, c'est ton storytelling le temps long. Après, sur des OP très particulières, tu dois vendre un bouquin d'illustration que tu viens de sortir et que t'as envie de pitcher à une éditrice ou un éditeur, ou t'as envie de vendre à un libraire, ou t'as envie de vendre tout simplement. Tu peux le faire très rapidement, en fait. C'est-à-dire qu'en soi, il n'y a pas d'histoire de temps. Mais il faut connaître un peu les ficelles. Ah bah oui, alors c'est ça le truc. Enfin, c'est-à-dire que le truc, c'est que on n'apprend pas à nager par correspondance. C'est-à-dire qu'il faut en faire. Il faut passer son temps à... Les histoires, il n'y a rien à inventer, il y a juste à les reconnaître, en fait. Il faut les voir, les histoires, il faut se rendre compte que... Nous, on aime bien le monomythe. Le héros aux 1000 visages de Joseph Campbell. De Campbell, oui. Tu vois, c'est un peu... Alors, j'ai jamais lu en entier, hein. Attention. Non, ça nous non plus. Je suis un expert du storytelling. J'ai jamais lu ce bouquin. Ouais. C'est comme No Logo de Naomi Klein. Tout le monde l'a acheté, personne l'a lu, hein. Mais enfin, bref, oui, tout le monde sort, mais c'est assez intéressant. Il y a un enseignement bouddhiste spirituel, hein, donc on est dedans, qui dit que, imaginons qu'on soit en train de marcher sur un sentier, on est en train de faire une randonnée, et puis on aperçoit au loin un serpent, et puis plus on s'approche de ce serpent, plus on s'aperçoit que c'est un bout de bois, en fait. Une fois que vous avez vu que c'était un bout de bois, vous pouvez plus voir le serpent, en fait. Mmh. Le storytelling, tous nos métiers, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que une fois que tu as vu ce que c'était, une fois que tu as compris de quoi c'était fait et quels sont les éléments qui le constituent, tu peux plus voir tu vois forcément que la mécanique à l'intérieur du truc, et c'est ça qui va te permettre d'aller appréhender ces éléments-là et les choper et d'en faire une histoire après derrière. C'est clair ce que je raconte? Ouais. Complètement clair. Je me demande juste, moi, faut pas perdre la magie, quoi. Tu vois, ouais, c'est important, la magie. La technique, quand les ficelles deviennent tellement grosses, que pas perdre l'amour, quoi. Tu vois. Je pense que tu le perds pas. Enfin, tu ne le perds tu peux le perdre si justement tu essaies d'appliquer des recettes. C'est-à-dire que tu peux le perdre si t'en peux plus, tu fais tout le temps des trucs, c'est-à-dire que si tu te laisses submerger par la contrainte, par le fait que les clients ils sont toujours pareils et que forcément ils vont te demander des trucs dans des délais qui sont pas possibles, avec un budget qui est pas possible, dans des conditions qui sont impossibles, et que tu vas rester accroché à ce truc-là, tu vas te dire il va aller se faire voir, je vais faire comme d'hab. Je vais commencer par ça, je vais créer comme ça, il va être content, je vais faire son machin, et puis voilà. Si tu fais ça... Ouais, là, on perd la flamme. Là, c'est mort. En revanche, si tu travailles, comme on le disait en off juste avant, c'est-à-dire qu'en te disant que c'est pas les idées qui font naître le projet, mais c'est le projet qui fait naître les idées. Et que à partir de là, oui, mon boulot, c'est pas de commencer à travailler quand il y aura plus de contraintes, parce que je travaillerai jamais sinon. Donc, je vais commencer à travailler avec la contrainte. Et en partant de la contrainte, en partant de la singularité, en partant de ces choses-là, voir ce qui émerge, en faisant appel à son intuition aussi, à ce qu'on a envie de faire. Tiens, on a regardé True Detective la dernière saison hier. Est-ce que je ferais pas un truc dans la glace, un truc, une histoire, je sais pas, j'ai envie de tenter un truc comme ça, un peu en mode polar. Je sais pas si ça va raconter quelque chose comme il faut, mais je vais tenter ça. Et voilà, et si on reste dans cette ouverture d'esprit-là, on garde la magie quand même, parce que on réussit à faire ce qu'il faut réussir à faire, c'est-à-dire on réussit à se faire surprendre soi-même, par soi-même. Et ça, les amis, moi ça fait presque 30 ans que je fais ce métier-là, je continue à lutter avec ça tout le temps en fait. C'est-à-dire
C'est-à-dire que même si je passe mon temps à l'enseigner, à le transmettre, à l'expliquer, en soi, c'est super dur à faire. Enfin, c'est super dur de se dire bon là il y a une contrainte, le client il me demande ça, j'ai pas beaucoup de temps, en plus j'ai ça à rendre en même temps. Le but, j'ai facturé, j'ai devisé vraiment trop bas ou je sais pas quoi. Tout le temps j'ai ça, tout le temps. Et puis je sais pas ce que je vais raconter et j'ai peur de pas y arriver. Parce que ça on le dit pas, mais le cœur du truc. C'est la peur. C'est la peur. On flippe tous. Là, mais c'est fondamentalement, c'est ce qui fait que je passe des journées entières à former des gens, à faire des présentations PowerPoint en mettant du storytelling dedans. Et qu'en soi, ils passent leur temps à toujours faire la même chose, c'est-à-dire à mettre tout ce qu'ils peuvent mettre sur leur slide de PowerPoint parce qu'ils ont peur qu'on leur pose une question à laquelle ils peuvent pas répondre, parce qu'ils ont peur d'oublier de dire quelque chose, parce que et le simple fait d'avoir peur faut pas, quand on travaille dans une entreprise, mais même quand on est en freelance et qu'on travaille pour un client, ce qu'on vend avant tout, c'est absolument pas la force de nos bras. On vend notre intellectualisation, notre capacité à avoir des idées, notre intelligence, en fait, à créer des liens, en fait. C'est ça qu'on vend. Donc, à chaque fois, on remet ça en question. C'est-à-dire que si vous avez demandé 3000 balles pour faire une illustration, ou pour faire un truc, ou pour faire un projet quel qu'il soit, c'est flippant parce qu'on se dit j'espère que je vais être à la hauteur de ça, est-ce que je vais avoir l'intelligence nécessaire, est-ce que je vais avoir l'idée qu'il faut, et ça, cette peur-là, si on se laisse dominer, déjà si on n'accepte pas qu'elle soit là, dans un premier temps, hein, c'est-à-dire le déni de la peur. La peur, c'est une sensation de travail, enfin ça fait partie du taf, hein, comme je le dis à chaque fois, mais j'ai tout le temps peur. Là, je suis devant vous deux. On fait peur, hein. Ça va là, maintenant il y a un feu feu et tout, c'est hyper sympa, il y a eu du thé, c'est cool. Mais ça m'arrive de parler devant 350 personnes, ça m'arrive de parler devant 20 personnes, devant 500 personnes. Enfin, j'ai tout le temps peur en fait. À part que ça fait partie du taf. C'est ça. C'est-à-dire que c'est la sensation, c'est comme un petit chien à côté de moi et toutes les fois où j'ai essayé de me dire mais non, c'est pas normal, je devrais pas avoir peur. C'est le moment où ce chien se transforme en Rottweiler et qui prend le plus de place. Donc en réalité, il faut bosser avec ça. Et en soi, ce que je vous explique dans mes bouquins et ce que j'explique tout le temps à tour de masterclass et de machin, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez avoir peur. Et si vous n'avez pas d'idée, si vos présentations sont pas impactantes, si les projets que vous lancez ils sont un peu comme ceux que vous avez lancés précédemment, c'est parce que vous vous laissez submerger par cette peur et que vous prenez des raccourcis clavier et que vous retombez toujours dans les mêmes ornières, dans les mêmes trucs et ça devient horrible. Mais c'est hyper dur. C'est hyper dur, mais c'est aussi pour ça qu'on est des créatifs. C'est aussi pour ça qu'on est payé cher. C'est aussi pour ça qu'on fait notre boulot différemment du petit cousin qui est capable de faire du Photoshop. C'est parce que nous, on sait gérer l'imprévisible, en fait. C'est marrant parce que quand je t'écoute, je me dis que pour favoriser la créativité, finalement, tu me corriges si je me trompe pas, mais c'est réussir à se maintenir dans une posture finalement de flip, parce que c'est là où quelque part la créativité peut naître. Et en même temps, on attend de nous d'être des professionnels qui rassurent le client et qui sommes en pleine capacité de, ok, je sais faire ça, vous pouvez me faire confiance, je me fais confiance, je sais où je vais, mais c'est probablement un mariage des deux, de garder une dose de peur et aussi de pouvoir s'appuyer sur son expérience. Alors, alors c'est très schizophrénique, hein, mais c'est un peu, à mon sens. Hein. Après, j'ai pas la vérité sur tous ces sujets-là, loin de là. Plutôt que de se maintenir de toute façon, il n'y a pas besoin de se maintenir. En soi, on y est. Tu vois, c'est plus ça où c'est plus ça où ça me dérange. C'est-à-dire que, en soi, de toute façon, tu reçois une nouvelle commande, t'as un nouveau projet, tu dois lancer un nouveau truc. Passer la première excitation où tu vas te dire, yes, je vais faire le magazine, machin, je vais réussir à faire ce truc-là. Tout de suite après, derrière, tu dis, oh là là, est-ce que je vais y arriver? Et de toute façon, c'est inhérent à notre boulot. La différence, elle est vraiment dans le fait que de la reconnaître, de la reconnaître, de se dire bah ouais, j'ai peur, enfin ça fait partie, et c'est pas pour ça que je suis un moins bon créatif ou un moins bon graphiste qu'un autre. Au contraire, c'est que moi il faut, en gros, pour avancer, il faut deux forces qui sont pas forcément antinomiques. C'est à la fois quelque chose de très positif, c'est-à-dire qu'il faut avoir à la fois une confiance, je crois pas trop en la confiance, mais en tous les cas la détermination nécessaire pour y arriver. Tout d'acharné là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si vous comptez sur ça, je dois le dire dans l'étincelle, mais ou même dans la voix, comptez pas sur la confiance pour y arriver. C'est-à-dire si vous attendez d'avoir confiance en vous, on va attendre des siècles. Hein. Et en revanche, être déterminé
être acharné. Là, en tous les cas, ça. En fait, c'est l'amour du travail bien fait qui conditionne tout d'une façon globale. Comme je dis, moi, j'aime pas trop écrire. Moi, ce que j'aime, c'est avoir écrit. J'aime bien quand je suis en train de travailler sur l'introduction de ma 2e édition. J'ai écrit un truc, je suis pas encore complètement satisfait, mais j'ai le sentiment d'avoir bossé comme il fallait sur ce truc-là. C'est ça que je cherche, en fait. Donc je m'en vais. Donc ce que je disais, c'est 2 forces pas forcément antinomiques. Une première force qui est celle qui vous soutient, qui est positive, autour de la confiance, mais en tous les cas, de savoir instinctivement qu'on peut y arriver parce qu'on l'a déjà fait, parce que on sait qu'on a les compétences pour le faire et que même si on sait pas où est-ce qu'on va aller, on sait qu'on va trouver quelque chose pour y arriver. Et finalement, si vous regardez un peu rétrospectivement tout ce que vous avez fait jusqu'avant, il y a peu de chances que vous soyez vraiment planté, quoi. À chaque fois, vous avez toujours réussi à produire quelque chose et à livrer quelque chose à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est la première force. Et puis la deuxième force, c'est celle qui vous challenge. Donc ça répond un peu à ta question. Ah oui, la peur là. C'est la peur, c'est le timing, c'est la pression, c'est ce truc-là où on se dit je vais peut-être pas y arriver. Et ça, et puis je vais peut-être pas y arriver, mais j'ai envie de leur montrer que je vais y arriver. Enfin, vous voyez, c'est un truc qui fonctionne un peu comme ça. Et on coupe un peu les cheveux en 4 là, mais en soi, c'est des choses qui se passent très très vite, qui sont très souvent inconscientes. Mais qu'il faut savoir reconnaître en fait, et qu'il faut savoir des fois utiliser dans son argumentation, dans la façon dont on crée. Enfin voilà, c'est des trucs dont il faut avoir conscience à un moment ou à un autre. J'aime beaucoup ce que tu disais sur les contraintes. Ouais. Moi, je sais que je suis incapable de bosser sans contraintes. Ouais. Je déteste ça. C'est-à-dire que si j'ai pas de contraintes, j'en invente. Systématiquement. Et c'est toi qui dis ça en plus, toi avec tes petits carrés là. Ah oui, je suis dans une belle contrainte. Je suis toujours dans la contrainte. Même quand je fais de la musique, c'est des contraintes aussi. Tout est contrainte, même sur le podcast. Je pense qu'on se met des contraintes automatiquement parce il y a une logique, il y a quelque chose à suivre. Et en même temps, j'aime pas qu'on me pose des contraintes. Et j'adore ce paradoxe en fait où on est justement contraint d'accepter les contraintes tout en essayant de les transgresser. C'est exactement ça. Qu'est-ce que toi ça te alors déjà ça résonne parce que je me reconnais bien en mode tête de nœud. Enfin, je suis un peu pareil, c'est-à-dire que t'as une tête de nœud, toi. Ça me va moi de me poser une contrainte. C'est autre chose quand c'est le client qui me dit de le faire. Alors moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est à réduire le temps où je râle contre cette contrainte. C'est-à-dire que je continue à râler, mais dans le meilleur des cas, ça dure 15-20 minutes et puis après, je me mets à bosser en m'appuyant là-dessus. Ouais, bien sûr, c'est important. C'est fondamental, la contrainte. C'est fondamental. Si Soulages s'est mis à peindre en noir, en création et en créativité. Encore une fois, si Soulages s'est mis à peindre en noir à un moment, même si ça l'a soulagé, c'est pas, on est face à un océan à chaque fois. Le champ des possibles, il est tellement infini que pour nous, c'est assez écrasant. Donc, quand le client vous donne une contrainte, ça devient une espèce de petite carte qu'il faut garder. Hein. C'est vraiment la carte du Mordor. Donc, il faut vraiment garder ça chevillé et se dire c'est un bon point de départ. Quand on sait pas par quel bout le prendre, en fait, se dire je vais partir de la contrainte et je vais essayer d'insister dessus. Hendrix disait mon style c'est mes limites. C'est-à-dire que Hendrix ce qu'il disait c'est que tout ce qu'il ne savait pas faire à la guitare, c'est ce qui lui a permis de devenir ce qu'il est devenu à la guitare. Le guitariste qu'il est devenu. Donc voilà, c'est cet apprentissage de la gestion de la contrainte, il est fondamental. Donc en effet, il y a rien de pire qu'un client qui te dicte ta carte blanche. C'est impossible en fait, c'est impossible à gérer. Donc, il faut la noircir cette carte très vite et mettre des contraintes. Je sais pas si j'ai répondu. Enfin, c'était pas vraiment une question, mais en tous les cas, ça résonne à fond. Ton écho. Ça résonne à fond et je suis complètement d'accord. Mais c'est pas pour ça que c'est simple. C'est pas parce que je le sais que c'est facile. Ah oui. Ça reste difficile en fait. Et ça fait partie du taf. Ça fait partie de ce que vous facturez, ça, en fait. Je sais, je le répète tout le temps, mais c'est le fait que quand on a peur ou quand c'est pas facile, quelque part, je vais peut-être pas parler de la facilité parce que parfois la facilité c'est un bon vecteur, mais que si vous avez peur, si vous flippez, c'est peut-être un bon signe. Ah oui, bien sûr. Ça veut dire que ça vous tient à cœur. Oui, ça c'est. Je me répète, je radote, mais en fait si vous n'avez pas peur, c'est peut-être que vous en foutez en fait. C'est clair. Donc c'est peut-être dommage. Non, c'est clair. C'est obligé. Oui. Enfin, je pense que littéralement, c'est dans mes livres cette phrase-là. Mais écoute,
On passe à... Ouais, je pense que c'est un bon moment. Ouais. Allez. Et d'ailleurs, j'en ai une. Alors, ce qu'on va faire en fait là, c'est qu'on va te poser en fait, on va te retourner les petites maximes en fait que tu as écrit dans l'étincelle du créatif. Et bah juste pour avoir justement ton... T'inquiète pas, tu vois un milliard de post-it, on va pas faire les milliers. Tu vas pas manger tout ça. Hein. Voilà, okay. Non. On a chacun sélectionné 4-5 petites citations qui nous plaisent. Okay. Et en fait, c'est une mine ce livre, l'étincelle du créatif. J'espère que je vais être à la hauteur. Et bah écoute, ça vient de toi, donc t'as probablement quelque chose à dire sur chaque phrase quand même. Sans doute. Tu vois. Donc je suis comme, comme le professeur Rollin, j'ai toujours quelque chose à dire. Ah. Ça c'est une rêve pour les... Mais c'est un vrai travail, hein, j'imagine, de collectionner tes petites phrases. C'est hyper dur. Je sais plus avec mes éditrices, avec Christelle et Céline. Au début, moi, je voulais pas en écrire 365. Hein. Enfin, franchement, j'avais fait la moitié d'une année. J'avais 180 déjà. J'avais trouvé ça super dur. Et après, elles m'ont dit non, mais tu te fous de nous. Il en faut 365. La contrainte, c'était ça. Ouais, c'est un par jour, quoi. Et c'est super balèze. Enfin, c'est pas si évident que ça. Mais je t'avoue, hein, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit tranquille, hein, je vais tout manger à toute vitesse et ça va le faire. Non, mais non, en fait, pas temps, du tout. Hein. Ça prend du temps à lire et lire 365 maximes, conseils. J'ai pas le droit de dire recettes. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, on se rend compte de la densité de choses qu'on peut mettre en place, d'exercices qu'on peut mettre en place chaque jour pour être créatif. Ouais. C'est hyper intéressant. Et je commence par une qui, à mon avis, fera un petit peu le lien avec ce qu'on a dit juste avant. Tout ce que vous désirez se trouve, et là, il y a un grand blanc dans la page, au-delà de votre zone de confort. Bah, c'est exactement tout ce qu'on a dit sur la confiance et sur la peur, hein. Donc cette zone de confort, hein, bon, ça fait très développement personnel, hein, mais en fait, plus vous allez vous habituer à sortir de cette zone de confort, moins ça va être difficile pour vous. Il y a un bouquin là qui est un best-seller aux États-Unis qui vient d'être traduit en français par un ancien GI, enfin je sais plus ce que c'est, dans quel corps d'armée il était. C'est un gars qui est un ancien délinquant qui a fini dans l'armée chez les plongeurs, enfin un truc, l'armée américaine. Vous imaginez Et en fait, il explique ça, c'est-à-dire que ce qu'il explique, c'est que notre cerveau est programmé pour nous protéger, c'est-à-dire que en général, quand il nous envoie des signaux d'alerte quand il nous reste 60% d'énergie encore dans notre organisme. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire un marathon, quand il y a ce fameux mur qui arrive au 30e kilomètre, ouais, c'est en fait que notre cerveau se dit oh là là, j'ai plus que 60% d'énergie, je vais pas réussir à aller au-delà de ça. Et en fait, il explique que pour réussir à débloquer ça, il faut simplement s'habituer régulièrement à avoir mal. Alors lui, il le fait en mode GI, mais pour les créatifs, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ça vaut le coup, justement, de tester cette zone de confort et d'essayer de la sortir. Et tous les trucs, faites une liste de ce que vous détestez faire et amusez-vous à le challenger. Ça fait très entreprise, mais vous dire tiens, qu'est-ce que je pourrais faire là? J'aime pas parler en public, ou j'aime pas présenter mon boulot, ou et vous forcez petit à petit. De toute façon. Là encore, c'est très anglo-saxon, mais ce qu'il faut faire, c'est a little a lot, plutôt que a lot a little. C'est-à-dire qu'il vaut mieux en faire un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, hein. 5 minutes, 10 minutes d'un truc qu'on n'aime pas faire, ou se forcer à bosser un truc qu'on n'a pas l'habitude de bosser, ou apprendre une nouvelle langue, ou des choses comme ça, pour habituer en fait notre cerveau régulière. Ouais, d'une façon la plus régulière. La force possible. Des habitudes, quoi. Comme je vous l'ai dit, j'habite en Bretagne et j'essaye de courir régulièrement. Alors là, comme je suis en train de finir mon bouquin, je cours un peu moins, mais toujours est-il que quand je suis dans ces périodes-là, comme j'ai décidé que je courais tous les 2 jours, je me pose pas de questions. En fait, je mets tout mon équipement est hyper accessible. Mais pareil avec la peinture de figurines là dont on parlait. C'est-à-dire que c'est pas rangé dans une boîte, dans un placard qui est fermé à clé. Hein. Si j'ai envie de le faire, je le fais. C'est à dispo tout de suite. Il faut que ça soit très simple d'accès tout de suite. Donc mon équipement pour courir, il est tout de suite, il est disponible. Oui, c'est comme si on se rendait compte qu'on buvait pas assez par jour. Exactement. Et en fait, on se pose des cruches d'eau à des endroits stratégiques où du coup on y pense, quoi. Tout à fait. C'est exactement ça, Laurent. C'est-à-dire que moi, j'ai une gourde que le matin, je me suis rendu compte que simplement boire un grand verre d'eau, ça aidait à pas mal de choses.
pour m'en souvenir, je l'ai posé sur la table et voilà. Et bref, donc tout ça pour dire que cette zone de confort, c'est pas grand-chose, mais en soi, c'est celle qui vous empêche d'avancer. Et c'est celle qui vous empêche, quand vous travaillez dans une entreprise, quand vous travaillez dans une agence, quand vous travaillez même en indépendant, à des nouveaux clients, de proposer des choses nouvelles parce que vous vous dites, je l'ai jamais fait avant, peut-être que je vais pas y arriver. En revanche, si vous avez l'habitude d'aller voir, de tester des nouvelles choses, je sais pas, vous avez jamais fait de 3D de votre vie, ça vous intéresse quand même un tout petit peu, commencez à regarder un peu ce que ça fait, c'est-à-dire commencez à tester, pareil avec l'IA, enfin ce genre de choses, allez voir un peu ce qui se passe, faites-le par petits bouts, par dose homéopathique, et pas en vous disant je vais faire un gros truc et puis comme ça va marcher, non, petit à petit, et ça va vous habituer et ça va être de moins en moins difficile. Ce sera pas plus facile, ce sera moins difficile. Ouais, je parle de temps en temps j'ai un petit moyen mnémotechnique pour illustrer le sujet. C'est la différence entre la douleur et la souffrance. Oui. Et en fait, quand on s'habitue à la douleur, oui. Du coup, on va en fait la difficulté. Et il faut jamais tomber dans la souffrance. Exactement. Quand on tombe dans la souffrance, c'est là où du coup on fait plus rien parce que on subit complètement. Exactement. Et la douleur, on peut la douleur contrôler. reste un signal alors moi je sais plus où je l'ai mis, mais c'est le signal qu'on cherche pas au bon endroit. Mais il y a ce truc là. Mais oui, c'est juste un signal. Heureusement qu'on a mal. Enfin, heureusement qu'on ressent la douleur parce que sinon on se brûlerait régulièrement ou on pourrait se couper. C'est signe qu'on est en vie. Exactement. Et la zone de facilité, parce qu'on entend beaucoup tout le temps parler de cette zone de confort, qui je sais de temps en temps challenger aussi un peu en mode ça suffit tout le temps cette injonction à se faire mal. Quelque part la zone de facilité, elle est pas non plus négligeable. Non, et puis il faut alors l'idée, enfin la bonne idée ou la bonne exé, ça peut se faire en 10 minutes, en 15 minutes. Enfin, il y a pas ça aussi. Alors c'est peut-être aussi beaucoup dans l'esprit français de se dire que quand faut souffrir, justement, judéo-chrétien, c'est ça. mais aussi cette idée que si on est un artiste, on vit dans des conditions un peu compliquées, on se sacrifie, on y laisse de soi. En soi, vous pouvez pondre un truc en une demi-heure, avoir une super idée et ça peut venir très très facilement. C'est pas pour ça que c'est une mauvaise idée, et c'est pas pour ça que c'est pourri quoi. C'est toujours votre étoile du Nord. Votre point cardinal, c'est vraiment ce besoin, cette nécessité de produire du bon travail. Enfin, savoir c'est ce que je dis à mon fils, c'est-à-dire que quand il fait ses devoirs, il a du mal à les faire. Quand il a fini un truc et qu'il est content de lui, je lui dis, tu vois cette satisfaction-là, le sentiment que t'as d'avoir bien recopié ta leçon, d'avoir bien fait ton boulot, ton exercice, l'effort, c'est ça qu'il faut que tu cherches. C'est pas autre chose. C'est le goût. C'est ça qu'il faut que tu renouvelles. C'est le goût du travail bien fait, c'est ce dont tu Et ça peut venir très facilement et comme ça peut venir très difficilement en fait. Donc il y a pas d'hiérarchie là-dedans. Je crois que c'est dans La Voie du créatif. Le Picasso, cette anecdote hyper connue où il était à une terrasse d'un café, une nana lui demande de lui faire un dessin. Ah oui, il a fait en 5 minutes. Il fait le dessin en 5 minutes, il lui donne, il lui facture je sais plus combien, enfin il lui dit c'est 10 000 francs à l'époque, c'était une somme, ça reste une somme. Et elle lui dit mais vous avez fait ça en 5 minutes. Mais non madame. 60 ans et 5 minutes. C'est ça en fait. C'est ça aussi qu'on facture. C'est-à-dire que cette capacité à gérer la contrainte, à gérer l'imprévu, et puis aussi tout ce que vous avez fait depuis toutes ces années et qui font que vous êtes le ou la graphiste ou le ou la créative qui est devant. C'est pas parce que j'ai bougé que vous êtes obligé de. C'est vrai parce qu'on pensait que t'allais ouvrir. Non, c'est vrai, mais je veux pas. Vous pouvez clore comme vous voulez. Je crois que j'avais fait le tour. C'était bien fait aussi. À toi, Jérémy. Bon alors, moi une phrase que j'aimais bien, c'était accepter votre totale ignorance. Ouais. Quant au rendu final de votre projet, le créatif navigue sur un océan d'incertitude. Oui, voilà. C'est ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire que c'est ce que dans Festin, j'ai rencontré un très grand chef cuisinier qui s'appelle Michel Guérard, qui a plus de 80 ans, qui est un type qui a fait partie de la bande à Bocuse, qui a eu enfin bon bref, il y a plein de choses qu'on nous sert aujourd'hui au restaurant, la façon dont on nous sert au restaurant, c'est ce type-là qui l'a inventé, et c'est vraiment, enfin il était assez incroyable. Et en fait, un matin, il est à la terrasse d'un de ses restaurants et il a cette idée de faire une recette à base de café et d'huîtres. Et en fait, ça, il se dit que le iodé de l'huître avec le torréfié du café, ça peut donner quelque chose. Ça, c'est l'intuition créative. C'est ce qu'on pourrait appeler l'intuitivité. C'est un néologisme. Et ça, cette intuition-là,
cette incertitude de pas savoir exactement, on sait vers où on veut aller, on imagine un peu à quoi ça pourrait ressembler. Mais en fait, ça ressemble, enfin, c'est jamais exactement ce que vous aviez imaginé, en fait. C'est jamais exactement ça. Et la capacité à utiliser ça, à se diriger vers cette direction qui est très floue, en fait, hein, mais qui en même temps est assez nette. C'est-à-dire que c'est très ambivalent et c'est très compliqué à expliquer. Mais on voit ce que ça pourrait donner, on le sent, et puis en même temps, ce qu'on va faire à la fin, ça sera jamais exactement ça. Jamais. Mais c'est se mettre à l'écoute de cette intuition. Ouais. Et c'est pas pour ça qu'il avait sa recette après. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'après, il a dû choisir l'huître. Est-ce qu'il la prenait à Cancale, justement, ou est-ce qu'il la prenait à Oléron? Est-ce qu'il la prenait laiteuse? Est-ce qu'il la prenait claire? Est-ce qu'il la faisait cuire? Est-ce qu'il la laissait crue? Est-ce qu'il torréfiait le café? Est-ce qu'il prenait de l'arabica? Est-ce qu'il fallait du robusta? Et là, c'est encore autre chose dont on n'a pas parlé depuis le début, mais le savoir-faire, en fait. C'est-à-dire que il y a derrière ça la question du geste, il y a la question de l'œil. Alors pour lui, c'est la question du goût, de l'odorat, de tout un tas de choses comme ça. Mais ça s'apprend par la répétition. Oui. Bah ça s'apprend à force à l'acharnement, en fait. C'est là où ça s'apprend. Et puis ça s'apprend aussi à force de. C'est à la fois regarder beaucoup de mauvais graphismes ou de mauvais design ou de mauvaises illustrations ou de mauvaise musique, enfin j'en sais rien, et puis en même temps savoir ce que c'est que la bonne musique ou le bon design ou le bon graphisme. Donc c'est Stéphane. Il n'y a pas un livre de la loi qui le dit, quoi. C'est quelque chose qu'il faut, voilà. Alors c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que la singularité là-dessus, tout est possible en fait. Et en réalité, ce que quelqu'un juge de très mauvais goût ou de très mauvais, pour quelqu'un d'autre, ça peut être exceptionnel et il peut en faire quelque chose d'exceptionnel. Combien d'artistes contemporains ou de graphistes vont dans le mauvais goût, dans ce qu'on voudrait appeler le kitsch, Martin Parr, des gens comme ça. Enfin, la façon dont ces gens-là travaillent, c'est apprivoiser quelque chose qui en gros, le but du jeu, c'est que vous ressentiez comme le grand public et que vous soyez capable après d'analyser comme une ou un professionnel de la création. C'est-à-dire que dans votre domaine, c'est-à-dire que faut que vous gardiez cette fraîcheur de vous voyez une affiche, ça vous tape dessus, ça vous parle tout de suite, ou un site ou je sais pas quoi. Gardez cette première sensation là, et puis ensuite vous vous posez la question de alors qu'est-ce qui est fait là qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Et c'est en fait c'est assez égocentré, mais c'est une énergie viscérale. Ouais, il faut tout le temps être en train de s'observer, en train d'observer en fait. Hein, un troisième œil. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Maître Laurent sur son fauteuil perché tenait en ses mains un bouquin. L'étincelle du créatif. Alors, il n'existe aucun raccourci ni passage secret d'ailleurs. Ouais. Bon bah ça c'est ce qu'on dit depuis le début. Hein. C'est-à-dire que les fiches de cuisine, si vous voulez des fiches de cuisine, abonnez-vous à Elle Magazine. Hein. Enfin. Mais si on trouve un raccourci, est-ce qu'il faut le prendre? Bah oui. Enfin, alors tiens, on va parler de la peinture sur figurine. Tu pensais pas qu'on en parlerait? Non, je pensais pas qu'on en parlerait. Donc, la peinture sur figurine, vous avez plein de façons de l'appréhender. Il y a évidemment la façon. Alors, vous savez, il y a des concours en fait. C'est-à-dire qu'on peut peindre des figurines et les présenter à des concours. Et puis, le but du jeu, c'est d'arriver sur la table du wargame avec son arme est peinte. Donc, en fait, il y a plein de façons de peindre une figurine. Vous pouvez la peindre comme si vous vouliez devenir champion du monde de la peinture sur figurine, c'est tant que ça puisse exister. Récupérer un golden démon, c'est comme ça que ça s'appelle dans le vocabulaire de ça. Donc ça, vous allez passer des heures à la peindre et vous allez travailler, faire des effets de trompe-l'œil, faire des faux métaux, simplement avec la peinture. Donc vous allez vraiment passer beaucoup de temps pour le faire. Et puis, vous avez peut-être envie de jouer avec un pote le vendredi soir dans une boutique et vous avez juste besoin de peindre votre escouade et votre armée. Et ça, pour faire ça, il va falloir aller plus vite que ce que vous faites quand vous faites pour le concours. Et du coup, vous allez utiliser des raccourcis, c'est-à-dire que forcément, mais des raccourcis que vous-même vous avez créés en fait, ou que vous avez vu sur un tuto, pourquoi pas. Mais en soi, et c'est pas pour ça que ce sera de la mauvaise peinture et que la figurine sera mal peinte en soi. Donc c'est exactement comme le truc avec Picasso. Heureusement qu'on peut avoir des raccourcis. Moi, ce avec quoi je me bats et je me débat, c'est un combat. C'est philosophique. C'est métaphorique. Ouais. Mais c'est vraiment sur cette idée de depuis le temps que j'en parle, depuis le temps que je travaille sur ces sujets-là, il n'y a pas de processus créatif. Il n'y a pas de processus créatif, il n'y a pas d'étape 1
avec une étape 2. Il n'y a que des histoires. Non, mais il y a surtout que, alors, si à chaque projet a son propre processus. En fait, chaque projet va créer sa propre façon de faire. Mais si je dis ça, ça marche pas en soi, parce que les gens, et ce qu'ils veulent, c'est un truc tout fait qui puisse s'appliquer avec des points de départ, avec éventuellement une notice, avec comment je fais pour créer de nouvelles connexions, machin. Alors je peux le faire, on peut en trouver des choses comme ça, on peut le forcer, mais le problème c'est que vous allez le faire une fois sur un premier projet et puis ça va très très bien marcher. Et si vous le faites, vous faites exactement la même recette pour le prochain. Le problème, c'est pas la recette, c'est répéter la recette. Vous allez tout le temps. C'est pour ça que Star Wars épisode 7 a été décrié, parce que ça ressemblait trop au 4. Non, c'est ça. Hein. Alors. Et puis quand dans Star Wars on fait autre chose, on fait genre oh non, c'est pas comme dans les canons, on a fait un truc trop différent. Ouais, alors ça c'est encore autre chose. Alors là on va parler de récit, de storytelling. Sur quoi on est parti? Pardon. Mais c'est la loi des genres en fait. C'est-à-dire que c'est très particulier ça. C'est-à-dire que je sais pas si ça intéresse nos éditeurs, mais enfin bon, Star Wars, ça rentre dans un genre qui est l'épique. Oui, et puis on est complètement dans, justement, pour le coup, dans le monomythe. Là, on est dans Campbell à fond, puisque Lucas avait lu Campbell et relu Campbell. Lui, il a fait partie de ceux qui l'ont lu. Il en a fait Star Wars, donc peut-être qu'il faudrait que je le lise, mais enfin bon, bref. Donc c'est un genre très particulier, qui est le genre épique, qui se passe dans un autre sous-genre, qui est la science-fiction. Donc en soi, ça commence à dicter un certain nombre de choses. Quand vous choisissez un genre, donc ça peut être science-fiction, enfin épique science-fiction comme je disais, ou l'épopée science-fiction, ou ça peut être l'épouvante. Donc l'épouvante, un sous-genre, ça pourrait être les vampires, ou c'est un sous-genre, ça pourrait être les zombies. À partir du moment où vous choisissez un genre pour votre film, pour votre livre ou pour votre BD, il y a des scènes obligatoires, il y a des passages obligés. Et ça, c'est très compliqué à gérer, parce que si ça y est pas, tous les fans de ce genre-là vont pas y trouver leur compte. Et si ça y est, mais que ça réinvente pas la façon dont on doit faire ce genre de choses, ils vont pas trouver leur compte non plus, ils vont trouver ça pourri. Donc c'est très 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 compliqué. La littérature de genre, c'est très compliqué. Donc Star Wars, c'est un bon exemple de ça. C'est à la fois extrêmement genré, pas au sens où moderne du terme, mais où on rentre vraiment dans une très forte catégorie. Et en même temps, l'incapacité à réinventer chaque moment comme ça, chaque point de basculement dans l'histoire, c'est super compliqué à faire. Ce que fait très bien Pixar. Pixar, la façon dont Pixar raconte les histoires est pas éculée, mais en tous les cas, ils utilisent réellement des outils qui sont quasiment les mêmes à chaque fois, mais eux, ils ont une force de remise en question, justement, des scènes obligatoires en fonction des histoires qu'ils racontent, qui jusqu'à présent, là ça commence à s'essouffler un peu, était imbattable. Donc, ils avaient une façon de le faire qui était, ils remettaient en question le truc et ils le renversaient et voilà, et ça c'est très très fort, c'est très difficile. Ça rejoint l'histoire de la zone de confort. Tout est connecté. Comme c'est notre principe de base, mais c'est que chez Pixar en fait ils travaillent sur le principe d'une forme de, alors c'est un faux ami, on appelle en français on dit candeur, mais en fait c'est une candeur, c'est une honnêteté, une franchise en fait. Et ils travaillent, chaque réalisateur, régulièrement, ils ont des réunions où ils interrogent sur un projet, ils se réunissent tous. Et en fait, à chaque fois, le réalisateur explique là où il en est, ses difficultés, et les autres l'aident de la façon la plus saine et la plus claire possible. Et à chaque fois, c'est jamais le réalisateur qui est remis en question, c'est le projet en lui-même, et on remet en question le projet, et on le réinterroge, et on voit comment on peut aller encore plus loin. Donc c'est à la fois quelque chose de très challengeant, et en même temps, c'est quelque chose qui vous soutient énormément quand vous êtes sur un projet, parce que vous savez que vous serez jamais tout seul en fait, même si vous êtes tout le temps tout seul dessus. Mais c'est assez fort. Je sais plus quel était le début de ce truc-là. C'était on a parlé de Star Wars. Oui, de toute façon, moi, ça me fait aussi penser aux choix que tu dois faire, parce que je pense que les choix, c'est ce qui dicte aussi comment évolue un projet, parce que tu sais pas du tout ce qui va se passer. Et donc à chaque fois, t'es confronté à des nœuds, et ces nœuds-là, faire des choix. Donc t'as le choix du raccourci, ou t'as le choix du chemin de traverse qui va te prendre des plombes, et que c'est un petit peu l'inconnu. Ouais. Mais c'est quoi? On avait fait un talk, toi et moi, qui était ceux qui sont perdus ne sont pas forcément. C'était quoi le nom de notre talk? Ah oui. Ceux qui errent ne sont pas forcément perdus. Les vagabonds ne sont pas forcément des gens perdus. Voilà. Ouais. C'est tiré de Tolkien. C'est très bien. Alors moi, il y a une citation que j'aime beaucoup. La colère peut être une source d'inspiration profonde. Hit us.
Alors oui, alors moi j'ai été très longtemps en colère, donc ça m'a beaucoup aidé. Bienvenue au club. Moi je suis un colérique, hein, donc j'ai pendant ça a été mon moteur et ça a été mon moteur pour écrire pas mal de ces livres-là. C'est-à-dire que j'ai voulu en montrer en fait. Hein, c'est Nicolas Mathieu qui dit que l'écrivain Nicolas Mathieu qui a eu le concours en 2019, je crois, hein, pour leurs enfants après eux, qui explique que la littérature c'est un moyen de rendre les coups en fait. Oui. Et c'est vrai que moi pendant des années, pour tout un tas de raisons familiales, entre autres, j'ai voulu montrer que je pouvais en envoyer. Donc du coup ça a été un sacré moteur. Et puis après la colère aussi, nos sociétés, notre environnement nous ouvre pas mal le champ, enfin nous offre pas mal de possibilités d'être en colère aussi. Donc ça peut être une véritable source pour avancer et ça fait partie de l'acharnement et ça fait partie de cette détermination qu'on peut essayer de prouver. Donc moi je continue à croire que c'est une très très bonne source pour avancer et pour pouvoir créer. À part qu'à un moment j'ai été dans la merde, c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de travail à la fois en psychanalyse et puis en thérapie aussi par ailleurs. Et il y a eu un moment où cette colère, j'ai réussi à l'éteindre en fait. Ah ok. Et je me suis retrouvé dans la mouise en fait. Mince. C'est-à-dire que en soi, c'est très dur de reconstruire une pratique créative quand on a passé son temps en fait à se construire dans cette colère là. Il a fallu du temps. Donc ça y est, moi T'es de nouveau en colère, c'est bon? Non, alors je suis toujours en colère. J'ai plein d'occasions de l'être. En colère pour plein de Je suis en colère quand une formation. Enfin voilà, j'ai plein de raisons d'être en colère et j'en trouve. Mais je suis allé, je vais chercher d'autres forces en fait pour pouvoir créer. Et ça me va bien en fait. Ça me va bien aussi. Donc oui, c'est une vraie source géniale pour aller chercher la détermination qui vous manque, pour aller chercher l'acharnement qui vous manque. Allez-y, prouvez-leur. La mauvaise presse, hein, la colère. Mais c'est une force, une puissance en moi. Alors quand elle est dirigée sur une activité créative, artistique, oui, on s'entend bien. Elle est plutôt pas mal. Hein. Oui, voilà. Moi, ça me va bien. Hein. Rage Against the Machine, ça me va bien. Si on veut parler de vieilles références, oui, enfin, allons-y, allons-y. Mais faites attention parce que moi j'ai 50 ans, il y a un âge où la colère tombe en fait, enfin de fait. Alors, je fais des généralités là, très empiriques, hein. C'est pas aussi simple. Moi ça a marché comme ça pour moi. En soi, il y a un moment où on arrive à un certain âge et où ce feu-là, il est plus aussi fort. Mais c'est vrai qu'avec Laurent, on en parle régulièrement aussi avec nos auditeuristes. On parle parfois de c'est pas tant, c'est d'aller dans le ventre en fait, de descendre de la tête au ventre. C'est que parfois on intellectualise, on cherche son style, on cherche sa voix, ou c'est quoi ce que j'ai envie de dire, ou c'est quoi, et ça reste un peu trop mental, un peu trop. On cherche le truc un peu cool, un peu, c'est comme un facteur différenciant. Et que nous on aime bien dire, mais t'as besoin de quoi? Et de descendre dans le ventre, là où ça fait mal, là où t'as envie de péter des murs. C'est le point de gravité. Et moi, je sais que c'est cette énergie-là qui m'a... tu parlais que t'avais envie de prouver. Moi, j'ai très longtemps été fuelé, je dirais, pendant le premier tiers de ma vie, par cette envie de vouloir prouver, en découdre. Et puis, un peu comme toi, notamment grâce à un travail thérapeutique et tout, j'ai aussi pu m'apaiser, mais en même temps, aller identifier au-delà de cette construction de l'ego, de vouloir prouver des choses et de me rendre compte de ce qui réellement contre quoi j'ai envie de me rebeller, ce qui me pose profondément problème et qui me met en putain de boule et que j'ai envie de changer, parce que la colère finalement c'est une émotion qui vient nous dire que on aimerait que les choses sont censées être autrement, et plutôt que de les subir et la vie elle est pas juste, se dire tiens moi je sais aussi que j'étais pas mal interpellé fut un temps par la non-violence, et c'est pour moi la créativité c'est vraiment ça, c'est genre au lieu de subir la violence ou les torrents de shit qu'on peut se prendre sur la gueule, c'est se dire mais moi en fait ça me va pas, mais créativement je vais essayer de transformer tout ça et de pas faire taire cette colère, mais au lieu de la foutre sur les gens, sur mes proches, et de faire du mal en soi, de le faire créativement.
Et là, c'est de la bombe, quoi. Bah ouais, enfin moi je sais que c'est exactement ça. Moi, un de mes moteurs, ça reste le. Alors je sais pas si ce que je propose est de bonne qualité, mais en tous les cas, c'est j'ai un ennemi, c'est la médiocrité. En fait. Enfin, j'ai vraiment un gros problème avec ça. Et Dieu sait si dans mon métier, quand j'étais je faisais de la mise en scène de l'information dans la presse magazine et tout. Ça me tenait vraiment à cœur d'essayer de créer le meilleur magazine possible, justement vu les tombereaux de choses que l'on était à l'époque en mesure de lire ou de consommer. Donc j'ai toujours à peu près ce truc-là, c'est-à-dire que mon but c'est absolument pas d'être au milieu, quoi. Ça m'aide en fait, ça m'aide de lutter contre ça Et quand t'atteins pas ce niveau d'excellence, comment tu le vis? Moi, je suis toujours excellent, monsieur. Bah mal, hyper mal. C'est vrai. Hyper mal. Donc j'essaye de ne jamais l'être en fait. C'est-à-dire que par exemple, j'anime des formations hyper régulièrement. Je le fais toujours comme si c'était la première et la dernière fois que je le faisais, quoi. Enfin, je fais toujours. Tu te mets dans une posture et dans un état. Ouais, c'est au épuisant. moment du voilà. En vrai, c'est épuisant, mais en soi, enfin, je vise ça tout le temps. Donc, je sais pas si je le touche à chaque fois, mais en tous les cas, ça te tire vers le haut. Tu crées les conditions pour l'atteindre. Ouais. Et si c'est pas entièrement, en tout cas, tu le touches des doigts. Mais quoi. je suis très mal si j'y arrive pas. Enfin, si j'ai le sentiment d'avoir fait de la merde, c'est pas très agréable pour moi. En fait. Est-ce que tu fais de l'autocompassion? Je sais même pas ce que ça veut dire. Ah, c'est vrai. Mais parce que c'est une frustration, blague à part, que tous les créatifs vivent. C'est-à-dire que j'imagine que la plupart d'entre nous, si on est dans ce type de métier, c'est parce qu'on a une certaine exigence et un certain niveau qu'on voudrait atteindre, le goût, hein, genre on a vraiment envie d'atteindre quelque chose, mais on doit dealer avec, je veux dire, pour atteindre un niveau d'excellence, il faut faire beaucoup de merde, il y a beaucoup d'expériences, beaucoup d'années qui sont nécessaires, beaucoup de pratiques. Ouais, bien sûr. Et on se juge beaucoup sur le chemin, quoi. Oui, mais à part qu'on s'en rend pas forcément compte qu'on fait de la merde. Enfin, c'est-à-dire que... Ah oui, quand tu fais de la merde, t'en as conscience, quoi. Bah, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que de toute façon, il faut... ce que je dis toujours, hein, c'est que les 50 premières histoires que vous allez écrire, elles vont être nulles. Hein. C'est ça. Et puis, les premiers boulots qu'on fait en tant que graphiste, illustrateur, ça peut être sympa, mais c'est pas ça. Si vous les revoyez 20 ans après, voilà. Mais après, c'est un passage nécessaire. C'est comme je disais, il faut lire de la mauvaise littérature, il faut savoir ce que c'est il faut forcément à un moment ou à un autre l'expérimenter pour pouvoir et puis on croise des gens aussi. Enfin moi j'ai fait des rencontres notamment au boulot, il y avait un directeur de création quand j'étais qui m'a quasiment tout appris sur la façon dont il fallait regarder la maquette presse, c'est-à-dire que moi, comme tous les graphistes, au début, je voulais faire du culturel, je voulais faire des affiches pour des théâtres, des trucs hyper du graphisme d'auteur. Bien sûr. Française. Et puis, je me suis retrouvé dans un groupe de presse. Et au début, bon, bah, c'était pas la fête. Mais après, ce mec-là, par son niveau d'exigence, par sa capacité de travail, et puis surtout par le regard qu'il m'a permis de porter sur tout, hein, la hiérarchie de l'information, la mise en scène de l'information, le travail sur la typographie, tout ce travail-là, bah, il m'a ouvert les yeux en fait sur. Il faut quand même qu'il y ait un moment ou un autre, on ait des guides qui nous disent bah ça c'est bon, ça tu peux ça et c'est comme ça que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Être capable de l'écouter, être capable de se rendre compte que ce qu'il dit. Alors peut-être que dans un premier temps on va se dire putain il me fait chier quand même parce que j'ai bossé là-dessus. J'ai fait, bon voilà, se rendre compte que c'est ça et ensuite le mettre en application, se battre pour le mettre en application. Et ça c'est un vrai cheminement, c'est un vrai. Tu parlais de choisir ces modèles. Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, c'est là le talent. Hein. Le talent, c'est d'aller chercher les modèles que personne d'autre n'a trouvé auparavant. C'est d'être capable de se dire, cette nana-là, ce mec-là, sa façon de faire, sa façon de voir les choses, dans son domaine, quel que soit son domaine, ça peut m'inspirer. Ça peut être un guide pour moi. C'est pour ça, hein, je parle de Tony Parker, je parle de basketteurs, de gens comme ça. J'adore aller chercher dans d'autres domaines que le mien ce genre de choses parce que les gars et les filles, ils mettent en place des trucs qui sont exceptionnels et qui peuvent nous servir avec les limites hein, du raccourci et de
l'association, mais il y a des choses dont on peut s'inspirer quand même. Non, parce que tu te réfères au Bushido et aux Vikings aussi dans certains de tes ouvrages. Ça m'a pas échappé. J'aimerais bien qu'on calm down un tout petit peu, et je vais utiliser cette citation que j'aime beaucoup parce que je suis très fan de Stevenson. Alors, je sais pas si ça va te parler. Préservez des moments où vous ne faites rien. Malgré ce que les autres pensent, la création est faite de longs moments, d'infusion tranquille. Ouais. L'infusion du rien, moi, je trouve ça génial. Infuser du rien. Ouais, bah c'est Stevenson qui dit ça. Alors je sais pas si Stevenson l'a dit, mais en tout cas lui, il a notamment travaillé sur l'idée de la paresse en fait, en tant que force créative. Ouais, alors ça c'est un vaste sujet aussi. C'est hyper important à appréhender, à comprendre. C'est-à-dire que déjà, ce que je dis tout le temps, c'est que la création c'est pas une occupation, c'est une préoccupation. C'est-à-dire que en soi, il faut être obsédé. Bah, vous l'êtes de fait. Enfin, c'est-à-dire que je sais pas sur quoi vous êtes en train de bosser en ce moment, mais même si vous êtes pas en train de bosser dessus, sur Guillaume Lamar. Non, mais vous êtes en train de penser au truc qui vous anime de toute façon, et même si vous n'y pensez pas, vous y pensez quand même. Donc ça, il y a pas de procrastination en tant que telle. Même si vous passez 3 quarts d'heure sur TikTok, il y a des choses qui se passent quand même. Donc déjà se rendre compte de ça et se dire bah tiens, même dans ces moments-là où soi-disant je fais rien, je suis en train de faire quelque chose. Voilà, c'est quelque chose d'assez fondamental. Et oui, enfin ça c'est très compliqué. Donc dans le groupe de presse dans lequel je travaillais, j'étais quand même entouré par d'autres métiers que des métiers de la création, puisqu'il y avait des journalistes déjà de fait, et puis il y avait plein de métiers autour du marketing, de la diffusion, enfin voilà des métiers transverses ou autres, enfin bon bref, dans le dur. C'est très compliqué quand on est un créa de leur faire comprendre que même quand on est en train de rien faire, qu'on est en train de peut-être de surfer sur internet, de chercher des trucs, de regarder, ou de se balader pour aller à un musée ou voir une expo, qu'on est quand même en train de bosser. Mais je comprends, hein. Enfin, je comprends que c'est pas si évident parce que même nous, on culpabilise. Alors c'est peut-être ça, c'est pour le coup, c'est peut-être très protestant, c'est peut-être très le fait de pas bosser, de pas être concrètement en train de produire quelque chose et de se dire que du coup, bah, on est en train de rien faire. Mais c'est fondamental. Ce que j'expliquais à propos de mon fils, c'est du temps long et de ces moments où en fait, bah, ça tombe pas tout cuit, où il faut accepter qu'on fasse rien et que voilà, ça c'est aussi des fois aussi fécond que de bosser réellement sur les choses. C'est fondamental. Mais j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte. C'est hyper important. Oui, bah de toute façon c'est pareil. On peut faire dans son time blocking. Hein, c'est quelque chose qui est assez efficace. On peut mettre dans le time blocking, on peut mettre des moments où on fait rien. Ouais. On se réserve un moment où là on se dit bah là de temps à temps je fais rien et je me mets en situation. Mais c'est hyper dur à faire. Ouais, ah oui, c'est ça. C'est hyper. Bah, c'est comme se mettre en méditation. Bah oui, mais justement. C'est même pas une méditation. Alors vraiment, tu fais rien. Ouais, rien du tout. Ouais. C'est chaud. Hein. Penser à rien. Alors c'est plus facile dans la nature. Tu te poses dans la nature et tu dis bah là je fais rien. Mais, pour moi c'est plus simple. Mais c'est un bon exercice. Alors tu as fait référence une paire de fois et des petits clins d'œil. Je vais y aller franco du coup. Posez-vous la question du rôle spirituel de votre activité dans notre société. Bah ouais, il faut se la poser. C'est-à-dire que. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est moi quand je l'utilise, je le détache de la notion de religion. Bien sûr. Je reprends. C'est Albert Camus hein, qui dit ça. C'est-à-dire que le sens, c'est à vous de le créer en fait. Alors ce que je dis tout le temps quand j'interviens en entreprise, c'est que n'attendez pas de votre manager de vous donner le sens de ce que vous faites, puisque lui-même il le cherche en fait. Enfin, il sait pas pourquoi il fait ça. Donc ce sens-là, c'est à nous de le créer. Et ça tombe bien parce qu'en tant que designeuse et designer, on transcende le sens. C'est notre taf en fait. Donc la signification, le sens que l'on veut donner à tout ça. Alors du coup, moi concrètement, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est quel rôle vous voulez tenir dans cette ville, dans cette rue, dans cet immeuble, pourquoi pas, dans cette entreprise, dans cette agence, dans ce village, dans cette ville, dans ce pays. Qu'est-ce que vous voulez apporter ? Quel rôle vous voulez donner ? Enfin voilà, et vous voulez endosser plutôt dans tout ça. Donc ça vaut le coup de se poser la question. C'est ce que je disais à propos du a little a lot. C'est pas la peine de se poser et de se dire bon alors là je vais me poser la question du rôle que je veux tenir. Mais en tous les cas, voilà, se dire tiens, qu'est-ce qu'il dit l'autre guignol ? Je pourrais peut-être me poser la question du rôle que je veux tenir.
Et voilà, et ça aide à construire du sens. Et c'est en faisant, c'est pas justement, Oui. c'est intéressant ce que tu dis, et c'est pas en s'asseyant en se disant, bon alors, quel sens est-ce que je veux donner à mon activité ou à mon existence? Mais c'est en faisant, et on peut reconnaître, tu parlais d'intuitivité tout à l'heure, cette petite voix à l'intérieur qui me dit, ça a du sens, ça c'est porteur de vie, ça réveille quelque chose en toi, et puis quand tu te rends compte que ça te relie, religaré, on se relie aux autres, il y a un truc, il y a une magie qui opère parce que ça fait quelque chose pour toi, ça fait quelque chose pour les autres, et du coup ça crée du sens. Bon, moi, sens créatif, je l'ai appelé sens créatif pour ça. Genre, quel est le sens, et aussi quel sens, quelle direction. La direction, c'est le mouvement. En fait, c'est une évidence, mais quelque part, le double sens du sens, c'est genre l'intériorité, le sens que tu donnes, et puis le sens, c'est le mouvement, c'est l'extériorité. J'ai une petite épiphanie, là. Au bout de 5 ans faire ce podcast, c'est beau. Et l'essence. Oui, Et l'essence. Et la naissance. Et la naissance. C'est un truc dont je parle dans Festin. En fait, en travaillant sur les chefs, j'ai encore une fois enfoncé une porte ouverte que beaucoup de gens ont ouverte avant moi. En fait, une expérience mémorable, que ce soit en graphisme, que ce soit en cuisine, que ce soit au cinéma, c'est quelque chose qui va faire résonner nos 3 cerveaux en même temps. C'est quoi les 3 cerveaux? Les 3 cerveaux. Le premier cerveau, c'est l'organe cérébral central, celui qui se trouve dans notre boîte crânienne et qui contient le plus de neurones. Donc ça veut dire que tu vas créer une expérience qui est sensée, qui raconte quelque chose. Ensuite, le deuxième cerveau, ce sont les intestins. Il y a autant de neurones dans les intestins que dans le cerveau d'un chien ou d'un chat. Donc, ce que tu as dit, des fois, on prend des décisions avec les tripes. Donc, en soi, c'est ce qui fait appel aux 5 sens. Donc, quand tu crées une affiche, quand tu crées un podcast, quand tu crées tout ça, il faut que ça soit impeccablement exécuté et que ça résonne avec nos 5 sens. Et puis, enfin, il faut que ça soit quelque chose de sensible. Donc, qui fasse résonner le cœur, en fait. Il y a autant de neurones dans le cœur que dans le cerveau d'un rongeur. Donc, une expérience mémorable, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que les 3 cerveaux vont vibrer en même temps, et ça va créer du sens au sens le plus large possible. Donc, sensé, sensuel et sensible aussi. Et ça, c'est une espèce d'objectif qu'on peut essayer de poursuivre. Je sais pas si on l'atteint un jour. Mais en tous les cas, c'est assez... On peut repérer quand les 3 cerveaux entrent à l'unisson, quoi. Regardez, aller aller dans un musée devant une œuvre ou un film ou un livre qui vous renverse. Et il faut se reconnecter à soi et puis et voilà, essayer d'avoir ce radar façon, en fait. Ouais. De toute façon, comme un écrivain, comme une autrice, il faut s'observer en fait. Et ce que tu disais là au début, tout début, Jérémy, c'est-à-dire que c'est le corps qui a toujours raison en premier en fait, avant tout le reste. C'est-à-dire que on peut intellectualiser les choses, on peut vraiment trouver parce que ça se fait après coup en plus, on relie les fils après coup, mais dans un premier temps, ce qu'il faut ressentir, c'est ce qui se passe en nous en fait, et d'une façon instinctive, complètement sensitive, sensuelle. Qu'est-ce que tu vis là dans tes 3 cerveaux? Là, dans mes 3 cerveaux. Je suis assez... Alors déjà, c'est très particulier. Alors, le coup du feu de cheminée sur l'écran du Mac, ça aide beaucoup à apaiser le truc. Je me sens plutôt bien. Enfin, tu te sens physiquement, là, je me sens plutôt aligné, quoi. Enfin, ça va. Donc, voilà. Évidemment, ça prend du temps. Enfin, c'est-à-dire que, évidemment, si je devais vraiment faire une introspection, enfin une observation comme ça, il faudrait que je me pose et que j'essaye de réfléchir à ce que je ressens exactement. Ouais, non, mais franchement, cette théorie des 3 cerveaux, là, quelque part, on la vit tous, mais le fait de le théoriser, là, c'est... Moi, j'avais vraiment une question que je voulais te poser, parce que il y a une citation dans l'étincelle du créatif qui me semble plus obscure que toutes les autres. Ouais. C'est le fait de brûler ses vaisseaux. Ah. Je veux absolument que tu nous expliques ce que pour toi est brûler les vaisseaux, brûler les navires. Ok. Donc il y a plusieurs origines à cette phrase de citation. Déjà il y a une origine mythologique parce que c'est une histoire apocryphe. On ne sait pas exactement d'où ça vient, mais il y en a certains qui disent que c'est un navigateur espagnol qui, lorsqu'il a abordé les côtes d'Amérique du Sud ou centrale, je sais plus. D'autres disent que ça se passe dans l'Antiquité grecque, où en fait il y a ce capitaine, enfin ce commandant d'un navire qui est à bord d'une côte et il doit mener une bataille. Et en fait, pour être sûr que son équipage se barre pas,
il décide de brûler les navires en fait. Ah oui, on va à l'aventure, il n'y a pas de retour en arrière. Ouais, il n'y a possible. pas de possibilité d'aller en arrière. Et la deuxième origine de cette citation-là, c'est que j'ai eu la chance de participer à des ateliers d'écriture avec Philippe Dian, qui est un écrivain français assez remarquable, chez Gallimard. J'avais fait 2 sessions avec lui, et dans l'une des sessions, il nous avait expliqué ça. C'est-à-dire qu'il nous avait dit brûlez vos navires. C'est-à-dire que dès le début du livre, les bonnes idées, les réservez pas pour la fin. Enfin, allez-y, balancez-les maintenant. Vous allez être obligé d'en trouver d'autres du coup. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que on a tendance, mais comme en présentation, quand on argumente nos choix créatifs ou des choses comme ça, on a tendance à se réserver nos effets, à vouloir faire des surprises, à se garder les trucs. Et moi, je sais, comme j'écris un peu du romanesque ou des choses comme ça, on a un réflexe où on se dit, ça, on va le garder pour un peu plus tard, parce que là, non, balancez tout direct. J'ai une putain d'épiphanie. Si tu veux l'abondance, arrête d'économiser. Ah c'est exactement ça. Mais ça, c'est pas, c'est un truc de Deepak Chopra, hein, ça c'est un truc qui dit, c'est-à-dire que l'argent, c'est un flux. Et en fait, alors c'est facile quand on en a de le dire, mais en soi, c'est un flux. Et il faut qu'il circule en fait. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut le dépenser pour qu'il puisse revenir. Et ça, c'est pareil avec l'énergie créative en fait. La réservez pas. Mais c'est vrai que moi, les films qui me touchent le plus, c'est ceux où je sens que il y a une générosité, que en fait, allez-y, genre mettez-moi plein la gueule. Pas dans le sens, j'aime pas le baroque par exemple. J'aime pas. Ça peut être mettez-moi plein la gueule avec. C'est pas obligé que ce soit comme une sorte de gros gâteau à la crème, mais que tu sens que le réalisateur ou la réalisatrice, elle s'est pas foutue de ta gueule, quoi. C'est genre, elle y va à fond. Et moi, j'aime trop ces films qui parfois, justement, sont parfois peut-être un peu indigestes pour certains. Je pense à Speed Racer, qui est un film que j'ai énormément apprécié et qui est redécouvert aujourd'hui et qui est réapprécié à sa juste mesure, mais à l'époque, bide absolu. Et moi, quand j'ai eu l'impression de faire un trip sous LSD quand j'ai vu ce film. Et en fait, de sentir, pour le coup, que les sœurs Wachowski en avaient mis tout dedans, tellement de cœur, mais aussi de générosité, de technicité, jusqu'au générique où je me souviens, t'as le générique qui défile et tu vois encore une image derrière le générique qui continue de s'animer et il y a des trucs dans tous les coins de l'écran et en fait j'étais genre waouh, on m'a fait un grand cadeau en fait. Et moi j'aime trop ces films là. Et je le dis tout le temps dans tous les projets, que ce soit l'illustration ou le podcast, c'est genre, en fait, il n'y a pas le temps de le faire à moitié, quoi. Mettez tout, parce que la vie est trop chiante si on se réserve. Bref, je vais dans ton sens évidemment, mais c'est juste, j'aime tellement qu'on vive une expérience et que tout de suite on y va à fond et puis c'est genre encore une fois, comme si c'était la première ou la dernière fois que vous alliez le faire, en fait. Ouais. Je parlais de blues et de guitare. Il y a un très grand guitariste de blues qui s'appelle Stevie Ray Vaughan, qui était un guitariste texan. Et en fait, ce type-là, il est mort très jeune. Enfin, il est mort dans un accident d'hélicoptère. Et ce type, il jouait chacun de ses concerts comme si c'était le dernier qu'il allait faire. Il était obligé de se mettre de la superglue sur le bout des doigts pour créer de la corne, en fait, tellement il jouait. Et je le garde, ce type-là, en fond, en toile de fond, toujours. Enfin, ça me reste, en fait, ce truc de tout donner et d'être en tous les cas, d'être aligné avec ça. C'est-à-dire d'être aligné avec une générosité, je sais pas si c'est une question de générosité, mais en tous les cas, c'est le sentiment d'avoir tout donné et que voilà, de toute façon après derrière. Et donc ça répond à j'espère que ça répond à ta question. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que ne réservez pas vos effets. Les idées balancées, il y en a plein, vous en aurez d'autres. Enfin, oui, l'idée est universelle, l'idée appartient à tout le monde, c'est ce qu'on en fait qui compte. Exactement. Mais le lien avec le fait de brûler ses navires et de tout donner, je le saisis pas. Non, mais c'est pas, c'est pas tout à fait. On fait un petit raccourci là. Enfin, pour le coup, c'est se donner à la fois encore se donner une contrainte, c'est-à-dire que on décide si on veut vraiment lâcher la bride complètement, et on se refuse de pouvoir rentrer à la maison et on part à l'aventure. C'est vraiment ça. Enfin, je peux pas dire mieux. J'ai bien dit. Moi, je trouve que c'est une belle phrase de conclusion. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Non, dis-nous ce qu'est l'étincelle et puis on boucle sur l'étincelle. Ce qu'est l'étincelle, c'est-à-dire l'étincelle du créatif. L'étincelle. Ouais, l'étincelle, ouais.
Bah c'est ça en fait l'étincelle, c'est-à-dire c'est tous ces petits machins là, toutes ces petites, c'est du bricolage qu'on fait, c'est des petits bouts de rien en fait qu'on assemble, alors que ça soit sur une forme numérique, que ça soit voilà, peu importe notre support, mais en tous les cas c'est toujours du bricolage, toujours des petites constructions là qui tiennent de rien du tout. Et il y a cette chanson de Cabrel où il dit voilà tout ce que je sais faire, du vent dans des coffres en bambou, et c'est presque rien, c'est rien du tout, et c'est vraiment ça en fait. Et l'étincelle c'est ça. C'est-à-dire de ces petits bouts de ces petits fagots de rien du tout, on arrive à créer justement. À nous rajouter des branches en fait. Ouais, et on s'alimente et on alimente un feu qui peut brûler des jours entiers. Donc c'est assez fascinant. Merci Guillaume Lamar. Merci à vous Merci deux. Guillaume. Merci. C'était notre discussion avec Guillaume Lamar. Merci Guillaume pour ta générosité et ton partage d'expérience sur le sujet de la pratique créative et de l'art du storytelling pour nous aider à naviguer dans cet océan d'incertitude. Nous tenons à remercier Céline Remechido et les éditions Pyramide pour leur aide à la préparation de cette émission. Vous pouvez retrouver tous les ouvrages de Guillaume sur le site des éditions Pyramide et notamment l'étincelle du créatif 365 jours pour réinventer votre pratique créative. Que vous soyez créatif, professionnel, amateur ou en cours de formation, ce recueil vous permettra de remettre de la magie tous les jours dans votre activité. Retrouvez tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr, sur notre serveur Discord ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Everything is connected. My mother told me someday I will buy a galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady course to the haven, hew many foemen, hew many foemen. My mother told me someday I will buy a galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady course to the haven, hew many foemen, hew many foemen. My mother told me someday I will buy a galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady, steady course to the haven, hew many foemen, hew many foemen. My mother told me someday I will buy a galley with good oars, sail to distant shores, stand up on the prow, noble bark I steer, steady, steady course to the haven, hew many foemen, hew